Bienvenue dans ce webinaire. Je suis Jérôme Vercamer, donc associé Valtus, leader européen et français du management de transition. Je suis ravi de pouvoir échanger aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur depuis pas mal d'années, que sont les Jeux Olympiques et pas seulement les Jeux de Paris 2024. En tout cas, le thème d'aujourd'hui, c'est les Jeux 2024, les premiers Jeux frugaux, point d'interrogation. Pour échanger sur ce sujet, j'ai à mes côtés Pascal Vattiot. Pascal, pour te présenter, donc conseiller technique auprès de la direction de la technologie et des systèmes d'information du COJO 2024, sachant que le directeur, c'est Bruno Marie-Rose, un ancien athlète. Et Pascal, en fait, tu t'es frotté à tes premiers Jeux Olympiques avec Albertville. Comme on dit, tu t'es piqué au jeu. Et puis depuis, tu es de toutes les candidatures, de tous les Jeux. Tu as aussi été un temps, en anglais, le CIO de l'IOC, en français, le DSI du CIO à Lausanne. Donc, tu connais particulièrement bien cette thématique et pas simplement sur les sujets techniques, pour avoir eu l'occasion de travailler avec toi pour la candidature d'Annecy aux Jeux d'hiver de 2018. On a perdu contre la Corée à l'époque, mais c'était pour gagner les Jeux de 2024, donc j'en suis ravi. Et puis, à nos côtés également, Éric Greffier, qui est un de mes anciens collègues. Je suis vraiment ravi de te retrouver, Éric, directeur technique des partenariats Paris 2024 pour Cisco France. Il se trouve que justement pour Paris 2024, Cisco est partenaire officiel des Jeux Olympiques Paralympiques de Paris 2024. Donc tu pourras partager avec nous tes retours d'expérience, les challenges. Et justement, je pense que ça va être intéressant en termes de retour d'expérience pour les entreprises qui peuvent être confrontées à des thématiques peut-être pas de même échelle, on va y revenir, mais en tout cas d'une ampleur un peu similaire, ou des enjeux un peu similaires sur votre activité. Alors, peut-être pour planter le décor, et puis je passerai la parole à nos amis, qu'est-ce que c'est que les Jeux frugaux? Alors bon, les Jeux frugaux, au moment de la candidature, ça a porté sur un certain nombre de dimensions, une réutilisation des infrastructures existantes, un hébergement responsable, donc bien évidemment avec la thématique de l'empreinte carbone qui est quand même très très présente, comme on le voit là sur ce support, une mobilité durable, des approvisionnements aussi qui sont responsables, une thématique d'engagement numérique en lien notamment avec une expérience spectateur. J'ai tendance à dire pourquoi aller voir les Jeux alors qu'on pourrait regarder à la télé, pour la faire courte. Et puis, la sensibilisation, justement, à l'environnement. Donc ça fait partie des engagements qui ont été pris dans le cadre de la candidature Paris 2024. Et en fait, en termes de bilan carbone, pour prendre juste cette dimension, alors ce sont des Jeux frugaux qui vont coûter, je pense, un peu moins de 10 milliards, donc vraiment significativement moins que des Jeux comme il y a pu y avoir dans le passé en Chine ou en Russie. Mais pour comparer des choses comparables, on va dire que le bilan carbone déjà doit être au moins 50%, 55% de moins en fait que la moyenne du bilan carbone qu'il y avait eu sur Rio et Londres, avec 1,5 million de tonnes de CO2. Alors ce bilan carbone, finalement, il y a 3 grands pôles contributeurs, les déplacements, la construction, les opérations, et la technologie qui, pour moi, fait plutôt partie de la solution que du problème, contribue à 7% pour ce bilan carbone des Jeux. Alors, peut-être pour commencer, Pascal, est-ce que tu peux nous rappeler un peu finalement, c'est quoi cette échelle et cette ampleur des Jeux Olympiques de Paris 2024? Oui, alors on peut commencer par le plus connu, donc les sites de compétition. Donc pour les Jeux Olympiques, il y a à ce jour 41 sites de compétition. Pour les Jeux Paralympiques, il y en a 20. Après, au-delà des sites de compétition qui sont un petit peu partout en France, et puis on a un site particulièrement éloigné en France qui est à Tahiti, quand même, de l'autre côté du monde. Mais il y a des sites d'entraînement complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sites d'entraînement qui ne seront pas sur les sites de compétition. Il y en a quand même 36 pour les Jeux Olympiques,
7 pour les Jeux paralympiques. Après, on peut ajouter des sites dits de non-compétition très significatifs que sont, on parle souvent du village olympique et paralympique, je vais dire les villages. Il y a un village principal. Si vous êtes dans la région parisienne, vous avez pu voir dès l'année dernière, il y avait de nombreuses grues pour la construction, puisque c'est tout un quartier en fait qui se crée, puisque ce village va permettre d'avoir de l'ordre d'un peu plus de 14 000 lits pour l'époque des Jeux Olympiques et 9 000 pour les Jeux Paralympiques. Il y a aussi, c'est organisé comme une sorte d'énormes resorts avec des programmes 24 heures sur 24, une restauration. Pour donner une petite idée, c'est plus de 600 000 repas qui doivent être organisés pendant la période des Jeux à toute heure, parce que selon les sports, selon les besoins, selon les habitudes des uns et des autres, tous les athlètes ne mangent pas à la même heure la même chose et n'ont pas les mêmes besoins. Mais il y a d'autres villages. Il y a des villages, bien sûr, à Marseille, où il y a du football à Marseille, mais il y a aussi surtout les épreuves de voile, donc avec un assez grand nombre de personnes. À Châteauroux pour les épreuves de tir, qui sont là olympiques et paralympiques. La voile est seulement olympique, seulement entre guillemets, olympique sur cette édition des Jeux. À Lille, à Tahiti, bien sûr, et même de façon plus proche, à Versailles, il y a un village supplémentaire, puisque à Versailles vont se passer en particulier toutes les épreuves d'équitation. Il y a aussi le pentathlon moderne, mais il y a en particulier les épreuves d'équitation. Qui dit équitation dit il faut des grooms et des vétérinaires qui sont proches. Donc, il y a un village complémentaire de 300 lits à organiser là. Au-delà de ça encore, il y a bien sûr le centre nerveux de tout ce qui est diffusion, production d'abord, puis radio et télévision, diffusion radio et télévision, donc ce qu'on appelle le CIRTV en français, l'IBC en anglais, centre énorme qui va tourner 24 heures sur 24 pendant la totalité des Jeux et qui ouvre bien avant les Jeux. On est encore assez loin de la cérémonie d'ouverture, mais là on est en train d'installer l'IBC. On a le producteur principal qui est la filiale Olympic Broadcasting Services du CIO qui commence à être sur place dès le mois de janvier 2024 et les ayants droit, donc France Télévisions, Eurosport, NBC, etc. du monde entier qui commencent à arriver dès le mois d'avril. En fait. Et puis le centre principal de presse qui accueille toute la presse écrite accréditée. Et après, quand on va au-delà, il y a aussi bien sûr tout un ensemble d'espaces logistiques. Il y a aussi un site itinérant qui est le site, ou je devrais dire les sites, puisque là encore, il y a un relais de la torche, un relais de la flamme olympique, un relais de la flamme paralympique. Et donc là, ça, par exemple, pour le relais de la flamme olympique, c'est en gros sur 3 mois, des arrêts dans 60 villes étapes, etc. Donc voilà, au total, on a des services à apporter, on a des activités, de la technologie à apporter dans plus de 200 sites différents, de complexités très différentes, de difficultés très différentes, mais 200 sites quand même, et avec un grand nombre de parties prenantes, c'est-à-dire qui dit site dit potentiellement un propriétaire du site, dit un territoire associé, territoire lui-même qui a des engagements par rapport au fait d'être une ville haute, au niveau de la signalétique dans la ville, la réorganisation et la police évidemment dans son environnement. Donc voilà, un étalement géographique très important. Et si je me permets, Pascal, en fait, un des arguments par rapport à la frugalité sur Paris, c'est de dire que moi, j'avais noté là récemment, 80% des sites parisiens sont dans un rayon de 10 km du village olympique pour les athlètes. Oui, donc c'est un point de frugalité en termes de transport, en particulier transport des athlètes. Il y a un grand nombre de points qui sont effectivement très proches autour du village olympique. Il y a aussi, comme tu l'avais dit, peu de construction. Alors, il y a 2 nouveaux sites principaux qui sont construits spécifiquement pour les Jeux. Il y en a 3, il y en a un 3e. Ces sites sont le
le village olympique et paralympique hein, qui est construit, il n'y avait pas de, de village disponible. Ça peut exister. Ça va être l'héritage des Jeux, notamment. Et ce sera un héritage des Jeux. Il y a un centre aquatique hein, de l'autre côté de l'autoroute par rapport au Stade de France qui est en construction. Il y a un troisième site qui est vraiment en construction, mais qui était déjà, dans la construction était déjà décidé par la ville de Paris, c'est l'aréna de la Chapelle. Mais c'est synchronisé. Après, il y a un certain nombre de sites sur lesquels il y a on va dire des rafraîchissements assez importants. On peut penser en particulier au Stadif du Manoir, qui était déjà là il y a 100 ans pour les Jeux de 1924, qui va être là, qui est réutilisé, qui est assez fondamentalement reconstruit malgré tout, et beaucoup de sites temporaires avec des constructions temporaires importantes. Mais donc, moins de constructions que ce qu'il est possible de faire par ailleurs si on est dans un pays qui n'a pas les équipements. Ici, en France, il y a les équipements. Une compacité assez forte qui permet de minimiser les transports et de maximiser, grâce au réseau urbain, de transport urbain qui existe sur l'Île-de-France, de maximiser un petit peu aussi l'utilisation des transports publics pour ça, même si, hein, depuis la candidature, il y a eu un certain nombre entre Covid, investissement un petit peu ralenti, etc., tout un ensemble de lignes de transport public qui ont été repoussées et donc qu'on ne va pas pouvoir utiliser. Donc, on a dû trouver des solutions de remplacement. Mais malgré tout, il y a énormément d'utilisation des transports publics et donc beaucoup moins de véhicules. Et même si ces véhicules sont des véhicules électriques ou hybrides ou hydrogène, on a un petit peu des trois. D'en avoir beaucoup moins, c'est déjà aussi frugal parce qu'on sait bien, sur le bilan total sur un véhicule, la construction, c'est presque l'essentiel. On va revenir aussi sur les chiffres rapidement. Donc là, ce sont les chiffres clés. Ça donne une idée. Alors déjà, tu nous as bien expliqué, enfin, je ne vais pas dire que c'est un Barnum, mais c'est quand même énorme. Et voilà, 4 milliards de téléspectateurs, 384 000 kilomètres de fibre optique. Oui, alors on n'a pas le chiffre définitif parce qu'il y a encore des choses qui se font, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Il y a effectivement beaucoup de… le réseau est énorme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, même quand on regarde par rapport, par exemple, au vieux temps d'Albertville, aujourd'hui, plus personne ne travaille sans avoir un smartphone, une tablette, des moyens mobiles. Tous les chantiers d'installation ont déjà besoin d'avoir des réseaux en place pour pouvoir travailler, etc. Chose qui se faisait différemment à l'époque. Hein, c'est-à-dire que là aussi, il y a une volonté, alors qui est peut-être qui est liée à la frugalité d'un point de vue budgétaire. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur un site qui est existant, d'une certaine façon, on loue le site existant. Donc, on a tout intérêt à venir le plus tard possible et en sortir le plus vite possible, tout en restant dans des rythmes de travail qui sont compatibles avec ce que peuvent faire les équipes. Et donc, effectivement, une très grande diversité et surtout par rapport, par exemple, à d'autres très grands événements qui sont monosport ou monoactivité, de très, très grandes différences. Ce n'est pas du tout la même chose d'avoir une compétition de handball dans une arena et puis par ailleurs du VTT par définition dans une colline et puis voilà, toutes ces choses différentes et donc des solutions à chaque endroit qui sont adaptées. C'est l'une des complexités hein, par rapport pour la technologie dans une recherche de frugalité. D'un côté, on essaye d'utiliser, d'homogénéiser parce qu'on est opérationnel finalement pendant très peu de temps, donc on a un intérêt à avoir une grande homogénéité en termes de monitoring, de capacité de réaction, de capacité de remplacement de matériel en cas de casse. Hein, il peut y avoir de la casse, ça peut se faire. Et de l'autre côté, on a des environnements qui sont très, très différents. Alors, Eric, parce que là, on va passer des éléments qui touchent beaucoup Cisco. Tu peux nous en dire un petit peu plus, toi, sur le rôle de Cisco? Oui, ben, d'abord, tu l'as montré au tout début. Nous avons un rôle de partenaire technologique autour des technologies réseau, de cybersécurité et puis des logiciels de visioconférence. Ce qui est important, et c'était précisé, hein, on retrouve les fameux 7000 points d'accès, mais à la fin,
on va être aux alentours de plus de 10 000 équipements actifs qui vont être délivrés pendant cette période des Jeux. Bien entendu, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais c'est vrai que 10 000 équipements, c'est quand même suffisamment sérieux et c'est pris en compte. Et avec tous les sujets autour, bien entendu, d'avoir un delivery qui soit au bon endroit, au bon moment. Il y avait aussi un autre chiffre qui était important hein, sur les 4,4 milliards d'incidents, d'événements de sécurité, hein, qui était une source à hausse sur Tokyo. Donc officiellement, le général Baugé de Comcybergend, hein, qui est l'entité de gendarmerie qui traque les méchants, a annoncé que pour Paris, il s'attendait à x9. Alors pourquoi x9, pas x5, pas x6 ou pas x10, je ne sais pas bien. Donc on serait plutôt sur à peu près 40 milliards. Maintenant, ce n'est pas tant la quantité d'événements. Encore une fois, un événement de sécurité, c'est vous vous trompez de votre mot de passe et vous êtes dans un événement de sécurité. Et donc tout ça est filtré et bien entendu parfois absolument peu impactant. Donc c'est vraiment un entonnoir qu'il faut imaginer. À la fin, ça fait quelques dizaines d'incidents sérieux qui vont être traités. Donc même x10, ça reste entre guillemets à taille humaine. Et vous avez tout un dispositif qui va être mis en place pour traiter cet environnement de cybersécurité. Mais c'est vrai que ça fait à la fin des chiffres assez importants. Et c'est une complexité qui est quand même relativement bien maîtrisée. Il y a quand même de l'expérience à la fois au niveau du comité international olympique et bien entendu des précédentes Olympiades. Donc on orchestre ça, on va dire, de concert. Et ce qu'on aime à dire quand on est dans les candidatures de Jeux Olympiques, c'est que finalement la technologie, on la voit pas et elle est bien présente. Et je trouve cette slide une bonne illustration. Je sais que ça te tient aussi à cœur. Oui, par rapport aux chiffres théoriques où finalement vous avez plein de zéros derrière les chiffres, il faut revenir un petit peu à la réalité de à quoi ça sert. C'est vraiment pas pour le plaisir d'apporter de la technologie, c'est parce que vous avez énormément de fonctions qui sont nécessaires à l'organisation d'un grand événement sportif comme les Jeux Olympiques et qui sont dépendantes du réseau. Alors voilà, sur la gauche, bien entendu, c'est faire en sorte que tous les accrédités, hein, on parle à peu près d'une population de 50 000 personnes, puissent accéder au système d'information à peu près partout dans le stade. Mais tout ce qui concerne, bien entendu, l'affichage, doit être aussi dynamique et traité de façon complètement informatique, le contrôle d'accès, le contrôle des billets, etc. Et bien entendu, les fonctions de chronométrage, d'arbitrage qui sont clés. Tout ça repose sur le réseau. Donc, il y a bien entendu beaucoup de redondance pour s'assurer que la fiabilité de cet environnement-là soit quasiment proche de 100% et que voilà, tout se passe bien. Mais effectivement, énormément de fonctions hein, qui servent à la bon déroulé des jeux sont dépendantes effectivement de la technologie. Alors, on a parlé d'une des dimensions de la frugalité, c'est la réutilisation. Tu as commencé un petit peu à l'aborder, Pascal. Est-ce qu'il y a des difficultés en particulier bon, alors on a l'extrême qui est le stade Yves du Manoir, mais qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficultés et comment vous les traitez aujourd'hui dans les équipes olympiques en termes de réutilisation, notamment sur la dimension technique? Sur la dimension technologique, alors il y a un certain nombre de difficultés qui sont liées d'une certaine façon à la maturité globale aujourd'hui de la technologie. C'est-à-dire que lorsqu'on a un événement, hein, donc les Jeux, alors on va dire 17 ou 18 jours, hein, il faut savoir qu'il y a des compétitions qui démarrent, même en termes de compétition, il y a des compétitions qui démarrent un petit peu avant la cérémonie d'ouverture, dans deux sports, le football et le rugby à 7. Donc, bon, il y a un peu plus de jours de compétition que de jours officiels, mais voilà, on a un sujet de maturité, c'est-à-dire que d'un côté, comme je le disais, sur une opération aussi courte, on a une méthodologie de travail qui fait que, peut-être de façon plus stricte que dans tout environnement d'entreprise où on peut progressivement démarrer, progressivement se rassurer sur le fait que les choses marchent bien et repousser d'une semaine s'il y a besoin ou pas. Là, on est obligé de se rassurer avant, parce que pendant, on ne peut plus faire pratiquement de modifications. On peut faire des actions pour corriger des problèmes, mais on ne va pas s'améliorer, on ne va pas… Donc, on a beaucoup de tests avant. Et en même temps, on a une seule chance d'opérer correctement. Et donc, dans ce cadre-là,
aujourd'hui, dans un environnement technique qui est encore, on va dire, multistandard, où de nombreuses sociétés sont en compétition directe et ne sont pas forcément facilement, ne proposent pas des solutions facilement interchangeables ou interconnectables, dire on a quelque chose de très divers, ça veut dire c'est beaucoup plus difficile à tester, c'est beaucoup plus difficile à monitorer, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des pièces de rechange, des composants de rechange s'il y a quelque chose qui tombe. Et donc là, on a quelque chose qui est encore aujourd'hui, en termes de maturité technologique, un petit peu anti-frugalité, dans le sens où on peut tout à fait, on arrive à des situations où on dit, mais voilà, oui, alors on va travailler dans ce site, il y a des choses, si je les utilise, premièrement, est-ce que je vais savoir les tester, les monitorer, etc. pour mon environnement? Peut-être que oui, peut-être que non, et peut-être qu'en plus ça va me coûter plus cher, mais on peut vouloir payer plus cher pour pouvoir être frugal d'un point de vue environnemental. Et deuxièmement, plusieurs de ces environnements n'ont pas été conçus pour être utilisés par d'autres. Et ça, on l'a vu, il y a eu une initiative pour rechercher, au-delà de la location de sites, de façon plus systématique, d'avoir ce qu'on appelle des entités de livraison d'événements qu'on pourrait gérer avec, par exemple, un opérateur d'un site existant colombien. Et certains le font, hein, donc par exemple, on le fait avec la Fédération française de tennis à Roland-Garros, mais d'autres, finalement, en étudiant ce que ça voulait dire, premièrement, même s'ils considèrent que c'est sans doute l'orientation stratégique qu'ils doivent avoir, ne se sont pas sentis prêts de le faire. Et deuxièmement, dans la configuration technologique de leur environnement, n'étaient pas prêts à pouvoir dire je vous donne accès à ça, je sais comment sauvegarder ma configuration et la remettre en état extrêmement rapidement après, parce que pour certains endroits, une semaine après la dernière compétition des Jeux dans ce site, eux, ils ont une compétition qui est leur compétition habituelle. Et donc, on a eu à étudier systématiquement ces sujets-là, et là encore, à certains moments, devoir faire ce qu'on pourrait appeler d'une certaine façon des décisions antifrugales, mais de préférer effectivement la mise en place d'une solution temporaire supplémentaire en overlay, en bon franglais sur place, à la fois pour assurer une certaine homogénéité, donc de décomplexifier un petit peu le sujet, et aussi parce que le site lui-même, même s'il avait de l'équipement, n'était pas en mesure facilement de le mettre à disposition. Encore plus dans un environnement où, en termes de cybersécurité, les jeux sont très abrasifs. C'est connu, on est attaqué par tout le monde de façon continue, et peu d'environnements encore sont aptes à supporter une telle abrasion en termes d'attaque de sécurité. Je te vois réagir, Eric, même si vous n'êtes pas que sur la sécu. Non, mais Pascal a bien résumé. Pour les personnes dans l'audience qui s'occupent de sujets informatiques, je pense que ça résonne. Le fait qu'effectivement, ça semble tellement évident de réutiliser l'existant qu'on se demande pourquoi. Puis finalement, quand on est dans du métier, on s'aperçoit que ça peut effectivement poser plus de problèmes que ça n'en résout. Pour autant, partant d'une feuille blanche qui est quand même le plus simple, effectivement, y compris pour des sujets de cybersécurité, ça ne nous empêche pas, d'une Olympiade à une autre, d'être plus frugal sur le nombre d'équipements qui est délivré et de bénéficier quand même de toutes les avancées technologiques. On est aujourd'hui sur un principe, c'est pas un lieu d'innovation, enfin Pascal le dirait mieux que moi, les Jeux Olympiques, et on a besoin d'avoir une très forte maturité, mais c'est vrai que d'une Olympiade à une autre, vous avez une montagne d'innovations qui se passe et qui deviennent matures au moment de l'Olympiade suivante. Donc, on profite quand même des évolutions technologiques chez Cisco et chez les autres acteurs pour quand même faire énormément d'améliorations. En l'occurrence, pour ce qui est des Jeux de Paris, on a profité pour diminuer drastiquement le nombre d'équipements actifs. J'ai donné un chiffre. Il y a
il y a à peine 5 minutes à peu près de 10 000. Sur Tokyo, on était à 15 000. Ah oui. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont quand même assez significatifs. Vous avez mutualisé, vous avez… Voilà, plus de mutualisation, plus de virtualisation, et puis voilà, des décisions notamment fortes qui ont pu être prises. À Tokyo, le réseau de vidéosurveillance était entièrement séparé, a été dédié, a été monté, on va dire presque de zéro. Là où le principe pour Paris de réutiliser les réseaux de vidéosurveillance existants et pouvoir le connecter sur le réseau standard et du COJO, ce qui n'est pas sans poser d'autres conséquences. Hein. Ça demande un traitement et un suivi un petit peu particulier, mais ça permet effectivement de diminuer le nombre d'équipements qui sont nécessaires. Alors, on a vu également dans les thèmes de la frugalité, il y a les fameux approvisionnements responsables. Alors là, c'est bien parce que j'ai les deux côtés de la barrière. J'ai ceux qui font les appels d'offres et ceux qui répondent aux appels d'offres. Hein. Comment ça se présente Ça s'est présenté de façon assez claire et formalisée, c'est-à-dire qu'il y a eu très rapidement une stratégie responsable des achats qui s'est mise en place, hein, ce qui veut dire que en amont, au niveau des acheteurs, il y a évidemment un travail en bon français, hein, de sourcing et de recherche des meilleures pratiques assez important, avec le besoin à la fois d'innover si possible, mais aussi, comme toujours sur les jeux, de maturité et de bien déclarer les enjeux, en particulier de fin de prestation, de fin de vie, de seconde vie. Hein, très important, puisque un petit peu comme je le disais tout à l'heure, pour les véhicules, c'est vrai pour beaucoup de matériel, y compris du matériel informatique. En tout cas en termes d'équivalent CO2, l'une des grosses parties est justement liée à la fabrication. Il y a eu aussi un effort de ce point de vue-là, de fait, réalisé avec l'accord de plusieurs partenaires, etc., de réutilisation, y compris pendant le cycle de vie du comité d'organisation. Hein, donc, le comité d'organisation a véritablement été en place une fois le comité de candidature était dissous à partir de 2018. Jusqu'à la fin, on voit, hein, c'est une période assez longue, il y a du matériel, et il y a du matériel qui est réutilisé dans des endroits où on peut le faire, puisque là encore, pour les mêmes raisons, il peut y avoir des endroits plus critiques sur lesquels on ne veut pas prendre le risque d'avoir des configurations un petit peu différentes. Mais il y a eu beaucoup de réutilisation. Et en aval, évidemment, c'est la mise en œuvre, c'est dès les phases de candidature, le fait de bien mettre en évidence soit de l'héritage, soit de la réutilisation, une seconde vie, etc., de façon systématique, absolument systématique, et avec un poids fort sur les appels d'offres. Hein. Paris 2024 est soumis au marché public, donc les appels d'offres sont formels, etc. Et le poids de la partie responsable que l'on recherche, alors qui n'est pas que sur l'environnement, qui est aussi sur des aspects sociaux, etc., sur la plupart des appels d'offres, c'était quand même 30% de la note. Donc, il fallait des propositions qui soient pointues sur ces domaines-là, qui marquent une avancée. Après, comme on est dans une durée de temps qui est par définition finie et avec une date qui est ferme, il y a un pragmatisme, c'est-à-dire qu'on recherche la meilleure possibilité actuellement, ce qui ne veut pas dire que c'est la possibilité idéale qu'on peut s'imaginer. Mais un petit peu comme, sous une forme, mais comme je le disais tout à l'heure pour les transports, on aurait préféré que toutes les lignes supplémentaires qui sont prévues en Île-de-France soient faites. Elles ne le sont pas, on ne repousse pas l'événement. Donc là, de la même façon, il y a un certain nombre de choses qui ont été possibles, d'autres pas. Et derrière, au niveau en particulier carbone, donc il y a eu des estimations, il y a des réestimations régulières, des mesures chaque fois que c'est possible, et derrière des mesures dont je sais qu'elles sont régulièrement discutées, hein, sur à droite à gauche, mais il y a des mesures complémentaires de compensation. Et compensation à l'international, mais aussi spécifiquement en France, puisque l'un des gros challenges des opérations de compensation, c'est que pour certains, ça se passe trop ailleurs et qu'on ne fait rien chez soi. Donc, il y a eu un effort particulier dans le portefeuille des outils de compensation de s'assurer qu'il y avait aussi de la compensation en France même.
Oui, alors on a eu là les forces de l'ordre. Alors les manifestants, vous, c'était quoi en réponse à l'appel d'offres? Comment ça s'est passé? Non, en fait, il faut comprendre que, on va dire presque par contrat, vous vous engagez à délivrer un environnement technique qui n'est pas en fin de commercialisation à la fin des jeux. Donc, alors ça peut paraître assez évident parce que là on est en 2023, mais quand vous êtes en 2020, qui est quand même 2020-2021, qui est la période des choix techniques, hein, on est 3 à 4 ans avant les jeux, vous devez vous engager parce que non seulement vous ayez un produit mature, mais vous ayez un produit qui ne soit pas non plus en fin de vie. Et donc ça pousse à faire des choix, mais en même temps ça a une vertu qui est qu'à la fin des jeux, la capacité à réutiliser cet environnement-là pour d'autres clients, pour d'autres événements ou sous forme d'héritage par rapport au site, il est quasiment de 100%. Et c'est ce qu'on a vu notamment dans les impacts carbone, notamment avec Orange qui pilote une étude bien très précise de l'impact du réseau d'un point de vue impact carbone. Le degré de réutilisation des équipements est quand même le facteur essentiel de diminution d'impact carbone. Hein, il faut voir que les produits vont être utilisés, en gros, vont être déployés à partir de février 2024 et jusqu'à fin septembre, donc c'est une période de vie de 6-7 mois. Et donc le fait de pouvoir les recommercialiser, peu importe leur forme, est extrêmement clé. Alors, il y a quand même un élément intéressant, c'est que dans l'étude un petit peu précise, il y avait pris en compte voilà, parce que c'était venu par bateau, par avion, voilà, pour essayer d'avoir aussi un scope beaucoup plus large, un scope 1, scope 2, etc. Et puis, une des grandes conclusions sur la réutilisation, c'est le câblage, en fait, qui est associé à toute la partie événementielle. Comme le câblage est forcément très spécifique, il doit passer par des endroits un petit peu compliqués parce que voilà, les emplacements sont là où en fonction de ce que le stade peut proposer en termes d'espace, en fait, il y a un taux de réutilisation assez faible en fait, de l'environnement câblage qui a un coût d'impact carbone assez important. Donc, c'est vraiment un sujet qui semble anodin, mais qui dans les faits, on va dire sur la partie télécom, est assez important. Ouais, et en plus, les câbles sont globalement pas fabriqués en France. Et les câbles sont rarement fabriqués en France, exactement. Donc voilà, mais voilà, je veux juste témoigner, parce que finalement, nous, en tant qu'acteurs, on va dire fournisseurs, ce qu'a dit Pascal en termes de pression saine et positive, justement, sur tout l'écosystème pour rentrer dans un moule qui permet de maximiser ou de minimiser l'impact carbone, suivant la façon dont on le voit, c'est une vraie réalité et ça impose des contraintes supplémentaires, mais tout le monde joue le jeu. Je crois que là, il y avait un double objectif pour Paris 2024. D'une part, effectivement, par rapport au jeu précédent, de montrer qu'aujourd'hui, il est possible de réduire fortement l'empreinte carbone et de faire plus de travail social et tout ça, par des actions, tout en reconnaissant que c'est une trajectoire et qu'on ne change pas un pays entier du jour au lendemain de cette façon-là, mais de montrer que c'est possible par une action dirigée et qu'on peut faire des gains très significatifs avec derrière, déjà pendant les Jeux, parce que donc on influence aussi un certain nombre de parties prenantes, hein, que ce soit des territoires, que ce soit des partenaires, des ayants droit, etc., de faire aussi cet effort qui là va se prolonger ensuite. Et ça, je pense que c'est une démarche importante, c'est de montrer aussi que il faut, quelque part, on peut s'y mettre, on peut avoir des résultats qui sont significatifs, qui ne parviennent pas à l'idéal et qui ne changent pas le pays complètement, mais qui sont significatifs. Et donc, si plus d'acteurs s'y mettent, il peut y avoir des choses vraiment très significatives qui se font. Alors c'est vrai que c'est une dynamique et je serais intéressé de voir ce qui va se passer pour les Jeux de Los Angeles. Je crois que Cisco et des gens, enfin, en tout cas, vous regardez ça. Ça va être intéressant de voir comment les Américains traitent le sujet de la frugalité Ils ont à la mode US. Ils ont encore moins de construction que Paris. Ah ouais, bon, déjà, ils ont déjà un village. Ça commence. Il y a une thématique, je le disais tout à l'heure, l'engagement numérique. Alors, bon, un des prismes pour moi, c'est finalement l'expérience pour les spectateurs que je suis. J'ai eu la chance d'être tiré à la loterie. Et donc, je me dis, mais est-ce que c'est mieux dans cette merveilleuse arène qu'à la télévision?
pour donner juste une illustration, je ne sais pas, Pascal, si tu veux donner un peu de feedback sur l'expérience utilisateur et peut-être des illustrations de ce qui a pu être fait à l'aide de la technologie, notamment à Tokyo ou Rio dans le passé. Eric, et Pascal, tu as… Alors, les spectateurs qui ont des billets, qui vont sur site, d'un côté, hein, c'est une minorité finalement du nombre de spectateurs total des jeux, bien sûr. Je rappelle, hein, parce que c'est une minorité. 4 milliards de téléspectateurs. Oui, c'est 4 milliards de spectateurs et c'est seulement 10 millions de billets pour les Jeux Olympiques, 3 millions pour les Jeux Paralympiques. Hein, donc on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Mais en même temps, justement, comme on n'est pas dans le même ordre de grandeur, alors que, par exemple, ne serait-ce que d'un point de vue du budget de production des Jeux, c'est un tiers, en gros, du budget du comité d'organisation. Donc, c'est d'un point de vue business quelque chose de très, très important pour le comité d'organisation. Et même pour la télévision, c'est très important parce que, alors, c'était assez bien masqué. Certaines personnes ont pu le voir, sont réelles. Les spectateurs, c'est eux qui créent l'ambiance quelque part. Alors à Tokyo, sans spectateurs, la télévision a fait de gros efforts pour gommer le fait qu'il n'y avait pas de spectateurs, mais c'est pas si facile que ça. Et donc, ces spectateurs qui viennent sur place, ils font un effort, ils ont des frais, ils achètent un billet, beaucoup se déplacent, ont des nuitées d'hôtels et autres à payer. Et donc, on regarde d'avoir un parcours pour ses clients, pour ses spectateurs, qui soit intéressant, différent et agréable. Certaines choses sont liées à la technologie, hein, en termes d'information et tout ça. En même temps, il y a toujours une réflexion de, bon, je vais exagérer le trait, on ne va pas faire venir des personnes dans un stade pour qu'ils suivent la compétition qui a lieu en réalité virtuelle. Moi, en tout cas, ça me semble pas tout à fait ce qui est recherché. Donc, quelque part, oui, bien sûr, il y a de la technologie, ça se traduit autour de tout ce qui est présentation sportive, mais l'objectif est peut-être là encore de masquer encore plus la technologie et d'en faire une expérience encore plus humaine, au niveau du spectacle, au niveau de l'animation, au niveau, pour certains sites qui sont plus éloignés, je pense par exemple, la colline d'Elancourt, pour le VTT, etc., avoir, ça peut prendre un certain temps pour y arriver, d'avoir des animations avant, après. Il peut y avoir de la technologie, mais c'est un outil. Et ça, je pense que alors, ça pourra changer. Hein, peut-être que, alors pas à Los Angeles, mais peut-être que ni à Brisbane en 2032, peut-être plus tard, peut-être qu'on préférera avoir tout le monde en réalité virtuelle et puis des athlètes synthétiques qui réagissent, qui sont par intelligence artificielle. Bon, je crois que c'est pas ça, en tout cas aujourd'hui, que le monde de l'événementiel sportif essaye, je vais dire ça comme ça, de vendre. Ils essayent de vendre une expérience humaine dans un cadre humain. Et donc, je pense qu'il faut aussi garder ça de façon assez forte. Ouais, peut-être on a la chance de travailler un peu avec la cellule innovation côté organisation informatique de Paris 2024. Donc un point à souligner sur un petit peu un axe assez fort pour essayer de trouver des solutions, c'est pour que justement le spectateur avec handicap, déficient visuel, voilà, mobilité réduite, malentendant, puisse être un spectateur du programme olympique. Hein, je ne parle pas pour le programme paralympique, mais pour le programme olympique, avec entre guillemets des services qui lui sont propres pour que justement augmenter sa capacité à apprécier l'événement. Ce n'était pas forcément pensé avant. Alors on est sur des choses assez basiques. Hein. Déjà, les gens en mobilité réduite, comment accéder finalement au stade là, que vous voyez tous. Et puis après, notamment sur les déficients visuels, d'essayer d'imaginer des petites plateformes où on peut suivre le match d'un point de vue tactile. Il y a des idées comme ça. Il y a des traductions automatiques, langage des signes, pour les malentendants, pour avoir finalement un commentaire qui soit automatique.
Donc, il y a eu énormément d'énergie qui a été dépensée par Paris 2024 pour trouver des solutions, justement, avec des startups qui permettent d'améliorer l'expérience, voilà, des jeux inclusifs. Les plus inclusifs. Ouais, les plus inclusifs. Hein. Ils le sont, mais Donc, ça reste d'une certaine façon, à l'échelle des jeux, peut-être des initiatives modestes, mais qui sont extrêmement symboliques. Et voilà, je tenais à le souligner ce matin parce que je pense que ce sont des messages forts qui sont envoyés. peut-être pour aller sur le dernier point, c'est finalement le retour d'expérience pour des entreprises, parce que tous ces investissements, tous les sponsors qui participent, qu'est-ce qu'on peut, je dirais, transposer dans le monde de l'entreprise, s'il y avait quelques takeaways là dans ce que vous vivez dans ces thématiques de frugalité autour de la technologie, mais peut-être pas seulement pour ces jeux et pour les entreprises dans les périodes qu'on connaît. Quelques points. Pour moi, la première chose, hein, comme je dis, c'est que si on se donne un objectif ambitieux, on peut avoir à faire face à des difficultés, hein, comme j'ai dit, mais il y a réellement des avancées qui sont possibles. Il faut décider de le faire. Il faut pas repousser à demain, ce sera plus facile d'une certaine façon. Il faut se frotter à cette difficulté et ensuite prendre les décisions pragmatiques selon le contexte qu'ils sont à prendre. Mais c'est possible de faire beaucoup mieux. Donc, ça c'est le message. C'est une décision stratégique au départ de dire je veux faire beaucoup mieux, je vais m'y frotter, donc je vais faire les efforts. Je ne vais peut-être pas arriver à l'idéal que je voulais dans les dates que je voulais, mais je peux faire des choses très significatives et dans une durée finalement relativement courte. Donc ça c'est le premier message, mais c'est du travail, mais on peut arriver à des résultats qui sont tangibles. Et ensuite, je me permets sur ce premier message, toi c'est ce que tu me dis souvent, c'est pas be ready one day, c'est be ready day one. Oui, bon, c'est du franglais. Parce que dans beaucoup de discours, on dit one day, je ferai ceci, je ferai cela. Bah, non, je veux faire ça. Et aujourd'hui, c'est le jour numéro 1. Je m'y mets, je m'y frotte et j'obtiens des résultats qui ne sont pas les résultats idéaux, mais je suis sur la trajectoire et au moins, je me frotte à la vraie difficulté qu'il y a de faire les choses. Et donc, je vois là où sont effectivement, non pas d'un point de vue théorique ou politique ou philosophique, pourquoi le faire aujourd'hui ou le faire demain, mais je me confronte à la réalité de pourquoi éventuellement c'est difficile, pourquoi ça je ne peux pas le faire, pourquoi ça, par contre, tiens, ça oui, je peux arriver à le faire et c'est pas si mal que ça et ça me donne des résultats. Donc c'est vraiment la mise en action pour moi le premier message. Après, un autre message dans le domaine business, c'est que si on veut aller vers ça, quelque part, bon, là, sur Paris, bon, il y a la durée de vie du comité d'organisation. Il y avait bien sûr un certain nombre de travaux déjà faits auparavant pendant la candidature, mais on voit que du fait de la modification d'un certain nombre de processus, du fait de l'évolution de la technologie, etc., quelque part, si on veut avoir un objectif encore plus ambitieux, il faut commencer encore plus tôt. C'est-à-dire que si en 2016, il y avait eu des travaux faits plus en profondeur avec l'ensemble des sites potentiellement présélectionnés pour dire, bon, ben attention, là, si… Je rappelle, 2016, c'était la candidature. Hein. Oui, tout à fait. Mais pas la candidature, et même des fois, potentiellement avant. Il y a une volonté, s'il y a une volonté stratégique de dire on veut pouvoir accueillir ce type d'événement, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis les jeux de toute façon ne vont pas venir tous les 4 ans dans le même pays, donc de le projeter par rapport à d'autres stratégies, on va dire business du territoire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut essayer de mettre en commun, d'homogénéiser ou pas, pour pouvoir le faire de façon encore plus aisée. Ça, aujourd'hui encore, hein, à cause de ce que j'ai dit, du niveau de maturité générale de la technologie, entre autres, il faut le démarrer très tôt, parce qu'on
on aurait pu potentiellement avoir des étapes, discuter avec certains sites qui forcément avaient une évolution prévue, hein, et de dire, si vous le faites de telle façon versus de telle façon, nous, on va pouvoir le faire beaucoup plus rapidement et utiliser beaucoup plus de ce que vous mettez en place pour votre propre fonctionnement d'aujourd'hui et futur. On a des sites qui aujourd'hui sont rentrés suite aux discussions, mais qui ont eu lieu, qui sont terminées pratiquement que l'an dernier, qui sont vraiment mis sur une stratégie business de dire on va apporter des nouveaux services, et y compris à des gens venant de l'extérieur par la suite. Évidemment pas les jeux, parce que les jeux ne vont pas revenir à Paris dans les 8 ans à venir, mais ça change notre business, et donc on va s'équiper et se préparer autrement, parce qu'on doit pouvoir faire ça, et on comprend mieux maintenant la difficulté qu'il y a de faire ça. Et c'est vrai qu'en entreprise, il peut y avoir la même chose, il peut y avoir un mix de bureaux loués, de bureaux acquis, d'environnements dans diverses villes ou dans divers pays, avec potentiellement aussi des règles professionnelles différentes, etc. Mais une volonté, peut-être qu'une certaine homogénéité est pratique ou pas, hein, c'est à étudier cas par cas, et tout ça se travaille sur la durée, c'est assez long de le faire pour avoir les meilleurs résultats. Eric, toi, take away. D'abord, 100% des technologies qui sont déployées pour les Jeux Olympiques sont des technologies entreprises. Et donc, il y a quelques messages assez forts que je voudrais laisser. Le premier, c'est que les enjeux technologiques associés aux Jeux sont les mêmes que ceux des entreprises. Donc, finalement, c'est un projet informatique en vraie grandeur, comme on pourrait le trouver un petit peu partout, mais avec quelques différences, et qui, pour nous, montre d'une certaine façon peut-être un petit peu la voie dans notre façon de travailler avec les entreprises. La première, c'est que vous avez un objectif et une ambition qui est commun à tous les partenaires technologiques. Donc, c'est comme si, entre guillemets, les fournisseurs étaient associés au résultat avec son client. D'abord parce que on a une réputation qui est engagée, comme tous les autres partenaires technologiques, et qu'à ce titre-là, on veut que les choses se passent bien, que ce soit un succès, que les émotions soient au rendez-vous. Et donc, à partir de là, ça fait travailler finalement l'écosystème avec un objectif clair. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que moi je retiens, après 3 ans dans cette aventure aussi, c'est que le planning qui est associé aux Jeux Olympiques est un planning qui est quand même assez dur, c'est-à-dire qu'on ne mesure probablement pas que vous devez avoir terminé pratiquement tous les designs technologiques pour fin 2021, début 2022. C'est dans 414 jours, j'ai regardé le compte à rebours. Donc, que finalement, vous devez être en production là au mois de juin 2023 pour pouvoir tester justement votre environnement de production pendant les événements tests qui ont lieu cette année. Donc, cette pression du calendrier est quand même assez vertueuse dans un contexte aussi important. Le troisième élément aussi que j'aurais laissé, c'est qu'il y a finalement peu de partenaires comparé à ce que peut être, on va dire, un écosystème de fournisseurs dans une entreprise standard, et que c'est quand même une facilité de travail, en plus avec cet objectif commun que tout le monde partage, qui fait que le mode de fonctionnement avec, entre guillemets, un client, qui est le comité d'organisation, est extrêmement fluide et extrêmement transparent. Donc, si on pouvait exporter finalement tous ces principes, parce que c'est un peu des portes ouvertes, mais dans le monde de l'entreprise, je pense qu'à la fois côté client, à la fois côté fournisseur, on s'en porterait tous beaucoup mieux. Merci. Je vais prendre quelques questions. Là, il nous reste une petite dizaine de minutes. Alors, ça tombe bien, on a une thématique qui s'appelle la mobilité durable. Et j'ai une question qui est, avez-vous prévu de proposer aux participants des équivalences de covoiturage lors de leur arrivée, départ des JO 2024? Même question pour les déplacements intra-JO. Participants, donc Alors, le mot participant, pour moi, ça doit être les athlètes, et probablement, on peut aussi dire les spectateurs. On va dire, il n'y a pas que ça, hein, il y a les accrédités, enfin bref, famille olympique. Comment ça se passe? Le covoiturage, de manière générale. Oui, alors il y a des. C'est regarder de façon assez détaillée, sachant que l'objectif numéro 1 est d'utiliser des transports publics. Bon, après, avec les athlètes, il y a des sujets liés à la sécurité, etc. Mais donc, ils sont généralement
covoiturés, hein, ce sont des délégations, ce sont des équipes, donc en tout cas, ils ne sont pas en voiture individuelle pour aller sur les sites d'entraînement et les sites de compétition s'il y a des besoins de transport associés à ça, sachant, hein, comme on l'a dit, qu'il y a un certain nombre de sites qui sont très proches. Et par exemple, pour les Jeux paralympiques, un petit peu différent, puisqu'il peut y avoir des difficultés de notre type, mais même pour les Jeux paralympiques, par exemple, du village olympique et paralympique au Stade de France, où il y aura, entre autres, l'athlétisme et le para-athlétisme, beaucoup vont le faire à pied ou en vélo. D'accord. Donc, des options de covoiturage, y compris pour… c'est regardé, mais je dirais aujourd'hui, c'est regardé vraiment en priorité numéro 2 ou 3, y compris pour les spectateurs, puisqu'on cherche à faire en sorte que les spectateurs, au maximum, utilisent les transports publics. Donc, on a très peu de parking partout. On a pour ce qui est même des accrédités en termes de flotte de voitures, on a une flotte de voitures, minibus et autres, qui est extrêmement réduite par rapport aux Jeux précédents. Les lignes de bus qui vont être créées, voilà, à partir du village olympique. Ouais. Donc voilà. Après, sur certaines choses, hein, dans le domaine de l'inclusion, bon là, ça peut être une décision au final de Paris 2024, mais c'était lié aux discussions entre Paris 2024 et la ville de Paris. Il y a eu, je crois que c'était il y a 2 semaines, la décision de la ville de Paris d'ouvrir des options supplémentaires de taxis, on va dire, inclusifs à des taxis supplémentaires. D'accord. Donc, il y a eu des ouvertures de postes de taxi. On sait que c'est assez compliqué à Paris d'avoir ces droits-là. Ils les ont ouverts en plus, avec la condition que ce soit des véhicules accessibles. Parce qu'effectivement, là encore, dans la durée de temps de la préparation des Jeux, avec leur complexité, etc., comme on le sait, le réseau de métro de Paris n'est pas globalement inclusif. Ouais, super accessible. Pas très accessible. Ouais, je comprends. Et il y a une thématique qui est la sensibilisation à l'environnement au cours des Jeux. Comment est-ce que est-ce qu'il y a des programmes qui sont organisés? Est-ce que peut-être au sein de Cisco, c'est aussi l'occasion de faire quelque chose qui mobilise Cisco comme Great Place to Work, hein, puisque vous faites partie de ces sociétés qui ont été primées cette année. Comment ça se présente, hein? Alors peut-être sur l'environnement un petit mot, peut-être Pascal pourra mieux commenter que moi, mais effectivement la Solidéo dans tout ce qui est livraison des ouvrages olympiques, le volet environnemental était extrêmement présent. Je me rappelle de discussions avec certains groupes de BTP c'était pas un jardin qui devait être créé, mais un environnement qui est un écosystème avec des herbes folles. Enfin, vous pouvez imaginer pour vraiment créer des choses. Et puis, dans tout ce qui est matériaux de construction, d'ailleurs, ça fait l'objet de quelques reportages maintenant. L'utilisation de bois plutôt que de ciment. Les matériaux ont été apportés aussi en mode. Le centre aquatique est incroyable. Voilà, en péniche. Le village, hein, le village. Parce que c'est un quartier complet qui c'est un écoquartier qui est créé, qui se veut un quartier modèle par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Là encore, ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas mieux faire demain, mais voilà, par rapport à ce qui était faisable aujourd'hui, je pense que c'est au top de ce qui pouvait se faire aujourd'hui. Après, pour une anecdote qui est plus liée à Cisco, Jérôme, nous on profite des Jeux Olympiques pour changer de lieu. Pour ceux qui connaissent Cisco, on vous accueillera très très bientôt à partir du mois de septembre, pas loin d'ailleurs de la rue de Berry où nous sommes. Et une des raisons, il y avait plusieurs raisons pour changer. D'abord, se rapprocher d'un environnement de transport public pour favoriser le trajet travail bureau
maison-bureau par les transports en commun, donc d'être un peu plus dans le cœur de Paris. Le deuxième, c'est qu'on va profiter de ce nouveau bâtiment pour créer un environnement d'hospitalité par rapport à la période olympique et qui restera et qui perdurera comme un centre d'accueil client. Et le troisième élément, c'est qu'on rentre dans un bâtiment qui est complètement HQE et qui est à la pointe des normes entre guillemets environnementales en termes de consommation d'énergie. Donc, on profite aussi, nous, en tant qu'entreprise, de cette période pour faire quelques changements profonds dans la façon dont on opère le travail à l'intérieur de CG Cisco. Pardon. Si on a 2 minutes, on peut le dire aussi, hein, même en interne Paris 2024, il y a eu des efforts faits par rapport au personnel de Paris 2024 pour que eux-mêmes, s'ils le souhaitent, évidemment, c'est la quête du volontariat, ils puissent suivre leur propre consommation carbone, etc. Toutes les actions, alors on peut dire que c'est de la communication, du lobbying quasiment au niveau du programme Terre de jeu, etc. Chaque fois, des possibilités d'utilisation, d'animation, d'installation de nouveaux cadres sportifs, etc., ont été aussi liés aux mêmes critères finalement, hein, et à la volonté de faire appliquer par ces différents territoires ce type de critères dans leurs installations. Donc il y a une diffusion on va dire des meilleures pratiques d'aujourd'hui et de la possibilité de faire les choses de façon différente que par le passé. J'ai 2 petites questions là en 2 minutes, une pratico-pratique. Alors je vais commencer par celle qui n'est pas pratico-pratique, c'est où sont finalement localisées physiquement les équipes IT, les équipes support, et le personnel est-il logé pendant les jeux? La réalité, c'est que c'est du 24/7 les jeux. Il y a des personnes qui sont en 24/7, il y a un certain nombre de sites qui sont en 24/7, dont le centre de contrôle technologique, dont le CIRTV, le podcasting, dont le village aussi, hein, parler à la restauration, c'est 24 heures sur 24. C'est d'autant plus 24 heures sur 24 que Tahiti, en période d'été, il y a 12 heures de décalage. Hein. Ouais. Donc la première semaine, on a même du live toute la nuit. Ouais. Puisque par définition. Je vais me lever, moi, je crois. Ensuite, au niveau des équipes, les équipes techniques, bon, il y a évidemment des équipes qui sont centralisées, il y a des équipes qui sont centralisées, mais dans divers hein, Orange a des équipes aussi qui sont à distance dans leur centre d'opération, Cisco dans son centre de support, et puis les équipes de site. Les équipes de site, on va dire en règle générale, les équipes techniques sont sur site 2 heures avant le début de la première compétition du site et encore une heure après la fin de la dernière compétition du jour sur le site. Alors après, ça peut se prolonger si on a rencontré quelques sujets de difficultés, ça peut se prolonger à certains moments puisqu'on a des sites qui d'un jour à l'autre peuvent être en transition sportive. Hein, donc on a quelques transitions déjà qui sont prévues d'arriver la nuit. Et donc là, il y a toute une organisation des shifts. Il y a aussi des sites, hein, j'avais parlé de la colline des Lancours avec le VTT, qui sont relativement éloignés, donc un peu plus difficile d'accès par les transports publics qu'autre chose que d'autres. Et donc, pour attirer les personnes, qu'elles arrivent plus tôt sans surcharger les moyens de transport public et qu'elles repartent aussi de façon décalée, il va y avoir une ouverture du site sans doute allongée, et donc des possibilités d'entrée, et donc des équipes techniques aussi qui seront là potentiellement plus de 2 heures avant le début de la première compétition et qui resteront plus de 1 heure après la compétition. Mais c'est la règle générale. Sur les sites, c'est 2 heures avant, 1 heure après, sur les sites de compétition. Dernière question, et on arrêtera le webinaire sur cette dernière question pratico-pratique. Les résidents des zones de manifestation, ici c'est le 7e, on a aussi la Concorde dans le 8e, donc résidents, hein, pourront-ils circuler en trottinette? Alors ça va être un peu supprimé, mais moto, voiture, comment ça va s'organiser? Je ne vais pas dire qu'il ne va pas y avoir des sujets et des routes bloquées, hein, y compris lorsqu'il y a des épreuves sur route, hein, que ce soit le cyclisme sur route, le marathon, la marche, les épreuves de triathlon. Tout ça va amener un certain nombre de routes qui seront coupées temporairement, et puis autour de certains sites, certaines rues qui seront partiellement bloquées parce qu'elles sont en quelque sorte aussi l'arrière-scène, et donc utilisées pour des façons logistiques. Donc oui, il y aura des perturbations,
on cherche à les minimiser. Mais je ne vais pas dire qu'il ne va pas y avoir de perturbations. Il y a de la construction et de la construction de. Par exemple, la place de la Concorde est un site sur lequel il va y avoir quand même 4 sites de compétition en fait, plus une zone et des sites de compétition transformables en zone concert, etc. Et puis la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Ne passera pas par la place de la Concorde. Du mal à passer facilement pendant cette période-là. pour passer en moto. Ouais. Okay. De la même façon, les quais de Seine. D'accord. Ok, bon, ça va être sympa. 414 jours. Super. Merci beaucoup pour cet échange. Bonne journée. C'est disponible en replay très prochainement. À bientôt. Merci. Au revoir.